Voici la centrale nucléaire de Gravelines, la plus grande centrale nucléaire de France et la 6e plus grande au monde. Nichés le long de la côte nord, ces 6 réacteurs produisent 70% de l'électricité du pays et alimentent l'équivalent de près de 27 millions de foyers chaque année. Avec 57 réacteurs sur 18 sites, elle produit 475 TWh d'électricité par an, ce qui en fait le premier exportateur d'électricité d'Europe. Chaque année, la France exporte son surplus d'énergie vers les pays voisins, générant 3 milliards d'euros pour l'économie. Leur secteur nucléaire est mondialement puissant. Dépendre du nucléaire offre aussi des avantages environnementaux. La France a certaines des émissions de dioxyde de carbone les plus faibles au monde dans la production d'électricité, seulement 85 grammes par kilowattheure, contre une moyenne mondiale de 438 grammes. Cette réussite permet à la France de maintenir son indépendance énergétique tout en étant à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Une grande raison à cela est le développement de la technologie nucléaire par la France au fil des années. L'une d'elles est l'utilisation de réacteurs à eau pressurisée ou réacteurs à eau pressurisés. Ces réacteurs utilisent la chaleur de la fission nucléaire pour produire de la vapeur qui fait tourner des turbines et génère de l'électricité. Bien que répandus dans le monde, les réacteurs à eau pressurisés français sont uniques. L'ensemble du parc nucléaire du pays est construit autour de 3 conceptions standardisées. Des modèles de 900 MW, de 1300 MW et de 1500 MW. Un tel niveau d'uniformité n'existe dans aucun autre pays. Cette approche offre de nombreux avantages. Elle facilite la maintenance, augmente l'efficacité et permet d'améliorer la sécurité sur tout le parc. Un autre élément qui distingue la France est sa capacité à ajuster la production des réacteurs pour répondre à la demande d'électricité fluctuante, une capacité appelée suivi de charge. Contrairement à la plupart des centrales nucléaires mondiales à production fixe, les réacteurs français ajustent leur production selon les besoins du réseau. Ceci est essentiel pendant les périodes de forte demande, comme les soirées d'hiver lorsque des millions de foyers allument leurs radiateurs électriques. Les ingénieurs y parviennent en contrôlant la quantité de combustible d'uranium utilisé activement dans le processus de fission. Il y a aussi la possibilité de recycler le combustible. La France est un leader mondial dans la production et l'utilisation de ce qu'on appelle le combustible à oxyde mixte ou combustible à oxyde mixte. Le combustible à oxyde mixte repose sur l'idée que le plutonium issu du combustible nucléaire usé peut être recyclé avec de l'uranium appauvri pour fabriquer un nouveau combustible pour les réacteurs. Les premières utilisations expérimentales du combustible à oxyde mixte ont eu lieu aux États-Unis et en Europe dans les années 1960. Cependant, seule la France a développé cette technologie à grande échelle et l'a intégrée à un programme nucléaire commercial. Le combustible à oxyde mixte est devenu central dans le cycle fermé du combustible en France, réduisant les déchets nucléaires et optimisant l'usage de l'uranium. Des sites comme La Hague retraitent industriellement le combustible usé en combustible à oxyde mixte utilisé dans 24 réacteurs et fournissant 17% de l'électricité nucléaire française. Une histoire du nucléaire. Mais pour comprendre pourquoi la France a pu devenir une telle puissance nucléaire, il faut remonter un peu dans le temps. Le nucléaire français débute en 1898 avec Marie et Pierre Curie qui isolent le polonium et le radium, lançant la recherche sur la radioactivité. Ces éléments furent essentiels à la science atomique et le travail de Curie lui valut 2 prix Nobel. Dans les années 30, Frédéric et Irène Joliot-Curie ont poursuivi cet héritage en découvrant la radioactivité artificielle, rendant des éléments radioactifs par des réactions contrôlées. Cette avancée a permis de comprendre la manipulation des noyaux atomiques pour libérer de l'énergie, influençant directement le développement des réacteurs et l'exploitation de l'énergie nucléaire. Cependant, cet élan nucléaire s'est interrompu durant la Seconde Guerre mondiale. L'occupation nazie de la France a forcé l'arrêt ou le déplacement des recherches, et des scientifiques français essentiels ont contribué aux efforts atomiques des alliés à l'étranger. Après la guerre, la France a dû reconstruire ses infrastructures et ambitions scientifiques. La première étape fut la création du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ou commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en 1945. Sa mission était de faire progresser la technologie nucléaire, et il a commencé à développer des réacteurs pour la production d'électricité et à gérer des ressources comme l'uranium.
Au fil des décennies, la France a développé un écosystème de recherche dynamique et des capacités de retraitement à la Hague, posant ainsi les bases d'un avenir nucléaire. Cette ambition nucléaire s'est accentuée après la crise pétrolière de 1974, révélant la dépendance de la France aux importations d'énergie. La crise a été déclenchée par la guerre du Kippour de 1973, lorsque l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, mieux connue sous le nom d'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, a imposé un embargo pétrolier aux pays soutenant Israël, y compris les États-Unis et une grande partie de l'Europe occidentale. Les prix du pétrole ont quadruplé en quelques mois, passant de 3 à 12 $ le baril entre octobre 1973 et mars 1974. Il y a eu un chaos économique généralisé. La France, dépendante à 75% du pétrole importé pour son énergie, a été particulièrement touchée. La crise a entraîné une forte inflation et ralenti la croissance. Le produit intérieur brut passant de 5,8% en 1973 à 1,2% en 1974. Les ménages et industries français ont subi des pénuries de carburant et une hausse des coûts menant au rationnement de l'énergie et à une dépendance accrue à l'électricité. Pour faire face à la crise, le Premier ministre Pierre Messmer a lancé un plan pour orienter la production d'électricité française vers le nucléaire. Il a été appelé le plan Messmer. Dans ce plan, la France a promis de construire 56 réacteurs en 15 ans, un exploit mondial inédit. Les premiers projets à Tricastin, Gravelines et Dampierre ont démarré aussitôt, avec des réacteurs à eau pressurisée standardisés, adaptés des modèles américains. Le plan a réussi. Dans les années 1990, plus de 70% de l'électricité nationale provenait du nucléaire. Politique énergétique. Depuis lors, la France a enchaîné les politiques pro-nucléaires. Ces politiques allaient reposer sur 3 principes: sécurité d'approvisionnement, responsabilité environnementale et gestion efficace des déchets radioactifs. Dans les années 2000, la France a consolidé le nucléaire dans sa stratégie énergétique, adaptant ses politiques pour inclure les renouvelables et réduire les émissions de carbone. En 2005, le président Jacques Chirac et son gouvernement ont soutenu une loi qui a inscrit le nucléaire au centre de la politique énergétique française. Le message était clair. Le nucléaire ne concernait pas seulement l'énergie, il s'agissait de souveraineté énergétique. Les ressources françaises en combustibles fossiles étaient et restent négligeables. Le pays détient l'une des plus petites réserves de pétrole d'Europe, soit environ 63 millions de barils. Sa production de gaz naturel est très faible. La plupart de ses champs nationaux ont été épuisés dans les années 2000, le rendant fortement dépendant des importations de pays comme la Norvège et la Russie. La France a arrêté la production de charbon en 2004 en fermant sa dernière mine. La loi sur l'énergie de Chirac était une décision réfléchie. Elle mettait l'accent sur l'indépendance vis-à-vis des marchés instables des combustibles fossiles, tout en s'engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. Elle appelait aussi à développer l'éolien et le solaire pour compléter le nucléaire. Cependant, en 2014, les vents du changement ont soufflé sur la France. Le président François Hollande a lancé la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, visant à réduire la domination du nucléaire. Son administration veut réduire la part du nucléaire dans l'électricité de 70% à 50% d'ici 2025 et augmenter les énergies renouvelables à 32% d'ici 2030. Présenté comme une réponse aux craintes suscitées par la catastrophe de Fukushima et à la pression croissante de l'opinion publique, le plan visait à montrer que la France pouvait être à la pointe du développement durable sans compromettre sa sécurité énergétique. À l'approche des échéances, des fissures sont apparues dans cette vision. En 2017, Emmanuel Macron a admis la difficulté de réduire les réacteurs en développant les énergies renouvelables. Les échéances ont été reportées à 2035 et en 2023, le gouvernement a abandonné la réduction du nucléaire. Emmanuel Macron a confirmé la suprématie du nucléaire et annoncé la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs d'ici 2050, misant davantage sur cette technologie clé de la stratégie énergétique française depuis des décennies. Ce revirement a montré les limites de la refonte du système nucléaire. L'éolien et le solaire, malgré leur croissance, peinent à compenser la fermeture des réacteurs. Et leur dépendance à la météo s'est heurtée à la production stable et fiable du nucléaire. Les critiques voient ces retards comme un échec d'innovation, alors que les partisans soulignent le rôle essentiel du nucléaire pour une énergie bas carbone.
Face à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, la décision de Macron a fait de la France un pilier de stabilité grâce au nucléaire qui garantit un réseau fiable et des revenus d'exportation pendant la pénurie. La raison de la centralisation. Mais voilà, l'empire nucléaire de la France n'est pas né de la concurrence du marché ou de l'ambition des entreprises. Conçu pièce par pièce sous contrôle de l'État. Pendant des décennies, le gouvernement a construit un système où chaque aspect de l'énergie nucléaire, de l'extraction de l'uranium en Afrique, au retraitement des déchets dans le pays, était centralisé sous un réseau de champions nationaux. Cette intégration a rendu la France plus efficace et lui a permis de devancer ses rivaux en développant des capacités nucléaires inédites. Au cœur de ce système se trouve l'Électricité de France, ou Électricité de France. Fondée en 1946 pour électrifier la France d'après-guerre, Électricité de France est devenue, dans les années 1970, le moteur de la révolution nucléaire nationale. L'entreprise opérait avec rigueur, standardisant les conceptions de réacteurs sur tous ses projets. Chaque réacteur suivait l'un des 3 modèles de base, ce qui garantissait une construction rapide, une maintenance simple et des coûts prévisibles. C'est ce qui a permis de construire 56 réacteurs en 15 ans de la fin des années 70 au début des années 90, transformant la France en un pays où le nucléaire fournissait près de 70% de l'électricité. Peu de pays suivaient ce rythme. Alors que l'Allemagne débattait et le Royaume-Uni hésitait, la France avançait avec assurance, garantissant stabilité et faibles émissions. Les réacteurs d'électricité de France utilisent du combustible fourni par Orano. Né en 2001 de la fusion de Framatome et Kojima, Areva, son nom d'origine, visait à devenir un géant du nucléaire. Elle s'occupait de tout, l'extraction de l'uranium dans des pays comme le Niger et le Kazakhstan, son enrichissement en France, et le retraitement du combustible usé en combustible à oxyde mixte. En 2018, des problèmes financiers ont poussé Areva à devenir Orano, tout en gardant la même mission. Le site de La Hague est la plus grande usine de recyclage de combustible au monde. Orano permet à la France de produire 17% de son électricité avec du combustible recyclé, une réussite unique au monde. Parlons plus du rôle d'Orano dans l'extraction et l'enrichissement de l'uranium. L'enrichissement accroît la concentration de l'uranium-235, transformant l'uranium brut en combustible pour réacteurs nucléaires. Les sites d'enrichissement d'Orano, dont l'usine Georges Best, dans le sud de la France, utilisent la centrifugation gazeuse, une avancée majeure sur la diffusion gazeuse. Cette innovation a rendu l'enrichissement bien plus efficace en réduisant fortement la consommation d'énergie. L'entreprise détient 12% du marché mondial de l'enrichissement et vise 16% d'ici la fin de la décennie via des expansions stratégiques. L'installation d'Orano fournit de l'uranium enrichi aux réacteurs français et à des clients étrangers, faisant de la France un grand exportateur dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire. Pour enrichir et recycler l'uranium, la France doit l'extraire. Elle doit en extraire beaucoup. La demande française de 8000 tonnes d'uranium naturel par an est largement satisfaite par des opérations minières internationales. Encore une fois, Orano gère une grande partie de cela. De 1954 à 2003, la France a extrait plus de 75 000 tonnes d'uranium de son sol. Après l'épuisement des ressources nationales et l'arrêt des mines, Orano a joué un rôle clé dans la sécurisation des approvisionnements, notamment au Niger et au Kazakhstan. Au Niger, le coup d'État militaire de 2023 a bouleversé les opérations auparavant stables d'Orano. Pendant des décennies, Orano a exploité la mine d'uranium de Sommet, un fournisseur clé d'uranium pour la France, qui assurait 15 à 20% des importations d'uranium du pays. En juin 2024, le gouvernement militaire du Niger a annulé des permis miniers clés et bloqué les exportations, stoppant les expéditions et immobilisant 1150 tonnes de concentré d'uranium. En octobre 2024, Somaïr a cessé toute activité à cause de difficultés financières et logistiques, Orano confirmant la perte totale de contrôle du site. Les autorités nigériennes ont repris le contrôle total de Somaïr, écartant Orano malgré sa participation majoritaire dans la mine. Le Niger ne fournit que 4% de l'uranium mondial. La perte des mines du Niger a juste obligé la France à chercher son uranium ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le Kazakhstan. Le Kazakhstan est le premier producteur mondial d'uranium.
Il détient 15% de l'uranium mondial et assure 35% de la production annuelle. Il est donc logique qu'Orano ait fortement investi au Kazakhstan, collaborant avec des partenaires locaux pour garantir une production stable malgré les incertitudes géopolitiques. En 2022, le Kazakhstan a fourni 37% de l'uranium importé par la France et reste un partenaire clé. Orano développe aussi des projets en Mongolie, en Ouzbékistan et renforce sa présence au Canada, fournisseur fiable d'uranium. Pendant que Électricité de France et Orano gèrent dans le présent, la Commission française des énergies alternatives et de l'énergie atomique se concentre sur le développement de technologies futures depuis sa création dans les années 40. Les laboratoires et centres du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives accueillent la recherche nucléaire française. Est à l'origine du réacteur pressurisé européen. Une nouvelle génération promettant efficacité et sécurité inégalées. Le réacteur pressurisé européen est central pour l'avenir nucléaire français, avec 6 nouveaux réacteurs. Réacteurs pressurisés européens, 2 de seconde génération prévus pour répondre à la hausse de la demande énergétique et aux objectifs climatiques. Le Conseil de politique nucléaire, présidé par le président français, coordonne l'ensemble. Ce conseil veille à ce que chaque acteur de l'écosystème nucléaire travaille dans la même direction. Lors de crises vécues comme l'embargo pétrolier des années 1970 ou la crise énergétique actuelle, la gestion descendante du Conseil de politique nucléaire a permis à la France d'agir avec détermination, maintenant la stabilité alors que d'autres nations vacillaient. Ce système contrôlé par l'État a fait de la France le principal exportateur net d'électricité en Europe, générant 3 milliards d'euros par an. La centralisation comporte des risques, notamment liés au vieillissement des réacteurs et à la construction de nouvelles centrales. Prenez Flamanvia, par exemple. En Normandie, le projet nucléaire de Flamanvier est devenu l'un des plus grands casse-têtes de la France. Présenté comme un réacteur pressurisé européen de nouvelle génération, il devait entrer en service en 2012 pour 3,3 milliards d'euros. Aujourd'hui, la facture atteint 13 milliards d'euros. Et le réacteur n'a démarré qu'en décembre 2024. Les ingénieurs ont découvert des défauts dans des soudures nosocritiques et les inspections ont révélé des problèmes avec la cuve du réacteur, repoussant l'échéance année après année. Les retards ont frustré Électricité de France et le gouvernement français qui compte sur le nucléaire pour ses objectifs de réduction du carbone. Mais il ne s'agit pas que d'un seul réacteur. Comme je l'ai dit précédemment, la France dépend de l'énergie nucléaire pour 70% de son électricité. Pourtant, les manifestations antinucléaires se font de plus en plus entendre. Après Fukushima en 2011, les manifestants ont demandé la fermeture de tous les réacteurs, comme Fessenheim. Ils se sont mis à bloquer les expéditions de déchets et à organiser des sit-ins dans les centrales. Leur message est clair. Selon eux, l'énergie nucléaire est trop risquée et coûteuse. Il est facile de voir pourquoi ces préoccupations sont justifiées. Après Tchernobyl en 1986, les autorités françaises ont été critiquées pour avoir trompé le public sur la radiation, prétendant que les retombées s'étaient arrêtées aux frontières. Malgré la controverse sur les propos du gouvernement, cette histoire persiste. Désormais, les militants affirment que les nouveaux réacteurs freinent les projets d'énergie renouvelable. Il existe aussi des liens nucléaires entre la France et la Chine. Le partenariat entre les deux pays a débuté en 1982 avec la signature d'un accord sur l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Au fil des décennies, la relation a évolué pour inclure des projets tels que la centrale nucléaire de Taishan ou 2 réacteurs pressurisés européens développés par Électricité de France et China General Nuclear ont été mis en service en 2018 et 2019, faisant de Taishan le premier site réacteur pressurisé européen opérationnel au monde. Ironique, sachant que la technologie se nomme réacteur pressurisé européen. La collaboration s'étend également au retraitement du combustible nucléaire. Orano refait surface. Un accord de 2007 lui a confié l'aide à la Chine pour construire une grande installation de recyclage, inspirée de l'usine de La Hague en Normandie. Ce projet soutient l'objectif chinois de créer un cycle fermé du combustible nucléaire, crucial pour réduire les déchets alors que ces réacteurs se multiplient rapidement. Mais ces réalisations sont ternies par des inquiétudes géopolitiques et éthiques. Les critiques ont alerté sur la dépendance accrue de la Chine à la technologie nucléaire pour ses ambitions stratégiques. L'implication française dans le transfert de technologies sensibles a attiré l'attention en raison des inquiétudes sur les droits de l'homme et l'usage par la Chine de son expertise nucléaire pour accroître son influence sur d'autres marchés. Alors que la France renforce son partenariat avec la Chine, les risques à long terme demeurent pertinents.
Cette coopération va-t-elle renforcer l'innovation nucléaire mondiale ou contribuer à l'émergence d'un nouvel ordre nucléaire géopolitique dominé par Pékin? La réponse pourrait redéfinir l'avenir de l'énergie nucléaire. Malgré les liens avec la Chine et les défis des nouvelles technologies nucléaires, le mouvement anti-nucléaire en France est resté discret. L'énergie nucléaire est devenue le symbole de l'indépendance française. L'adoption de l'énergie nucléaire par la France est profondément ancrée dans sa vision du pouvoir centralisé et d'un État français fort, des concepts qui remontent à ses idéaux jacobins. Cette tradition favorise un contrôle étatique fort et centralisé, non fédéraliste. L'énergie nucléaire, nécessitant supervision étatique et planification à long terme, correspond bien à cette approche. Comme l'a déclaré le général Charles de Gaulle en 1967 lors d'une visite à l'installation nucléaire Pierre Latte, ce sont des réalisations comme celle-ci qui nous permettent de juger de la valeur d'un peuple, de ce qu'il représente à l'époque moderne, de ce qu'il veut et de ce dont il est capable. Maîtriser la technologie nucléaire était la preuve de la volonté et des capacités nationales au cœur du destin de la France. Contrairement à l'Allemagne, où des partis majeurs comme les Verts sont anti-nucléaires, la France a toujours vu l'énergie nucléaire comme un pilier stratégique de sa souveraineté, pas seulement un mode de production. L'opinion publique reflète cette relation unique entre l'énergie nucléaire et l'indépendance. Un sondage de 2021 montre que 53% des Français voient le nucléaire comme essentiel à l'indépendance énergétique, contre 46% en 2019. Pour beaucoup, le nucléaire assure une production électrique continue, citée par 39% des sondés, et favorise les faibles coûts ayant fait de la France un exportateur net. Cependant, des inquiétudes subsistent. 59% des Français restent inquiets des déchets nucléaires, malgré une confiance croissante dans le secteur face au changement climatique. Cette dichotomie montre comment l'énergie nucléaire incarne la puissance technologique française, tout en illustrant l'équilibre complexe entre indépendance, durabilité et confiance du public.